Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence et merci au Théâtre des Malassis de nous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer par remercier les partenaires du projet qui le financent. Avant tout la mairie de Bagnolet qui nous accompagne beaucoup, monsieur le maire, monsieur Chawki Haddad qui est maire adjoint à la jeunesse et à la vie sociale des quartiers. Et je tiens aussi à remercier le service démocratie locale, jeunesse, vie sociale des quartiers et vie associative avec qui on travaille toute l'année sur le suivi des ateliers et des conférences. Nos partenaires dans le projet, ce sont l'Agence française de développement. Donc Madame Sarah Botton, si vous voulez dire un petit mot pour présenter ce que fait l'agence, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez venir ici. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, l'Agence française de développement, c'est une institution financière publique qui finance les projets de solidarité internationale, enfin la politique publique de solidarité internationale de la France et qui œuvre pour les objectifs du développement durable. On est une institution qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc une institution historique qui a connu beaucoup d'évolutions, et on est aujourd'hui présent dans 160 pays, dont la Jordanie. On œuvre à travers près de 4000 projets, et on est plus de 3000 maintenant personnes à travailler à l'AFD. Au sein de cette agence qui travaille plutôt avec les États, le cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les politiques des États. À côté de ça, on finance aussi les initiatives des organisations de la société civile. Et c'est comme ça qu'on en est venu, en dialogue avec l'IREMO, à financer ce beau projet Moufta, qui est un projet qu'on appelle d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc, c'est un de nos instruments, ce sont les subventions pour les organisations. Donc, on est très content d'être là ce soir. Je pourrais répondre aux questions s'il y en a, je ne vais pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. L'autre partenaire du projet aussi, c'est la Fondation de France. Et donc, Madame Lucille Delbruel peut présenter, si vous le souhaitez, un petit peu la Fondation. Bonsoir, très rapidement, la Fondation de France. Merci. La Fondation de France, donc pour le coup, c'est un organisme complètement privé qui collecte des ressources auprès de ses généreux donateurs. Et ensuite, l'objectif, c'est de redistribuer ces ressources là où il y en a besoin, donc dans des projets d'intérêt général, comme celui que vous allez nous présenter ce soir. Et donc, on a fait le choix de soutenir le projet Moufta dans le cadre d'un programme sur la zone euro-méditerranéenne qui visait à favoriser les liens entre les jeunes des différentes parties de la zone, et notamment entre les deux rives. Voilà. Merci. Et merci pour ce que vous allez nous présenter, tout le monde, ce soir. Merci. Les autres partenaires sont le conseil départemental du 93 et depuis quelques jours la caisse des allocations familiales du 93. Le projet Mouftar, c'est un projet, comme on l'a dit, d'éducation à la citoyenneté, de solidarité internationale. Il vise à favoriser l'émancipation de la jeunesse des quartiers prioritaires de la ville en Seine-Saint-Denis. Pour ça, il y a 3 volets. Le premier, c'est un volet de soutien au conseil départemental sur sa politique internationale de coopération, notamment avec les pays du Moyen-Orient. Le deuxième, c'est une série de conférences qu'on fait comme aujourd'hui dans les villes du 93 sur les thématiques relatives au Moyen-Orient. Et le troisième, qui est le plus important en fait en temps, en énergie et aussi en financement, c'est l'accompagnement de 2 groupes de 30 jeunes de Bagnolet, des différents centres sociaux, pour préparer un voyage de solidarité internationale. Donc on a une préparation toute l'année à ce voyage avec différents ateliers. Et on va partir dans 2 semaines en Jordanie découvrir le pays et mener des actions que je vais laisser les jeunes présenter. Alors, qui veut commencer pour présenter déjà ce qu'on a fait cette année peut-être ? Allez, Amine. Bonjour à tous, je vais vous présenter ce qu'on a fait. Je vais vous résumer en grosso modo ce qu'on a fait cette année. Je vais être très vague parce qu'on a fait beaucoup de choses. Durant la première partie de l'année, on a commencé par nous voir une fois toutes les semaines, le mercredi, puis une fois toutes les 2 semaines, durant lesquelles nous avons eu la chance d'échanger avec des spécialistes de plusieurs domaines, notamment Jean-Paul Chagnillot, qui est professeur en université sur les questions géopolitiques du Moyen-Orient, mais aussi fondateur de l'IREMO. Agnès Levallois, qui elle est l'actuelle présidente de l'IREMO et qui est spécialiste sur les questions relatives au Moyen-Orient. Lucas Roxo, réalisateur, et Cyril Forest, qui est ici, qui est consultante aux Nations Unies. Nous avons aussi pu visiter les locaux de Médecins sans frontières, ça s'est fait il n'y a pas très longtemps. On a eu la chance de pouvoir échanger avec des gens des professionnels là-bas, qui ont
qui ont vécu et travaillé directement en Jordanie. Et on a rencontré des gens de l'association. Très bien, merci. Et ensuite, est-ce que vous voulez présenter le déroulé du voyage? Donc c'est dans 2 semaines, hein, on va passer une semaine en Jordanie. Bonsoir à tous. Du coup, on va vous présenter le voyage en Jordanie qui va se passer dans 2 semaines. Donc, pour le premier jour sur place, on va se rendre à l'ambassade. Donc, pour leur rendre visite, visiter les locaux, discuter avec eux. Donc, l'ambassade française. Le deuxième jour, on a rendez-vous avec l'UNRWA. Donc, ça va être un échange justement avec les jeunes Jordaniens et réfugiés palestiniens. Et ensuite, sur le reste de la semaine, ça va être plusieurs visites de la Jordanie. Je vais laisser ma collègue vous expliquer. On va aller à Petra, on va aller à la mer Morte et on va aussi aller voir les ruines de Jerash. Je crois que ça se dit comme ça. Et voilà. On a préparé des activités de solidarité internationale avec les jeunes pendant cette année. Et donc, Warji, si tu veux peut-être présenter ce qu'on va faire avec les jeunes de l'UNRWA. Alors bonjour. Pour les activités qu'on a prévues avec les jeunes de l'UNRWA, on les a divisées en 3 activités. Donc il y aura une première activité qui sera un échange culturel. Donc on a prévu de leur apprendre une partie en français. Comme on aura seulement 3 à 4 heures, on va leur apprendre les bases du français, se présenter, pouvoir répondre à des questions simples. Pour la deuxième partie, on a prévu un atelier danse. Donc avec les ateliers qu'on a déjà effectués avec les partenaires de l'IRMO, on a pu apprendre la dabke. Et donc on aimerait montrer ça aux jeunes Jordaniens qu'on sait danser la dabke, et si on peut leur apprendre quelque chose en retour, ce serait super. Et pour le 3e atelier, si c'est possible, on a l'atelier culinaire. Donc nous on aimerait, dans notre groupe on a des gens qui savent cuisiner, qui ont des connaissances en pâtisserie et qui aimeraient bien leur apprendre un peu de leur spécialité. Et pour le dernier, j'ai un petit trou de mémoire, il me semble que c'est... Partie sur les jeux aussi, je crois. Ouais, donc on a prévu de leur apprendre des jeux de société. Donc c'est des jeux que nous on a l'habitude de jouer en tant que animateur ou même ancien bénéficiaire des centres de quartier de Bagnolet. Donc on aimerait leur apprendre ça et pouvoir leur laisser quelque chose derrière. Et avec ça, on espère avoir un super échange avec eux et qui nous permettra d'avoir du contenu pour notre documentaire qui est un peu une des finalités de notre projet aussi. On va rentrer un peu sur le cœur de la conférence aujourd'hui. Donc la Jordanie, c'est un pays absolument magnifique. Vous connaissez sûrement le site de Petra, qui est l'héritage de la civilisation nabatéenne. On va faire un petit retour historique sur comment s'est construit récemment ce pays. Donc sur les décombres de l'Empire ottoman à la suite de la conférence de San Remo, les puissances coloniales se sont réparties la région du Proche-Orient en mandats, et les Britanniques ont divisé leur mandat sur la Palestine en 2 en créant à l'est du Jourdain l'émirat hachémite de Transjordanie, qui a été attribué à Abdallah Ier, donc de la famille hachémite, qui était une famille qui avait le contrôle sur les lieux saints de la Mecque. En 1946, la Transjordanie est devenue indépendante, et en 1948, elle a participé à la guerre contre Israël à la suite de la déclaration d'indépendance d'Israël. Et il y a eu un événement qui a profondément modifié la structure du pays, c'est l'arrivée massive de réfugiés palestiniens dans le pays. Au cours de cette guerre, la Transjordanie a aussi annexé la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En 1949, la Transjordanie est devenue la Jordanie, et 2 ans plus tard, le roi Abdallah Ier a été assassiné. C'est son petit-fils Hussein qui a pris le pouvoir. Et pendant les décennies suivantes, il a contribué à construire l'identité jordanienne, ce qu'on va voir aujourd'hui. Autre événement majeur dans l'histoire du pays, c'est 1967, avec la guerre des 6 jours et l'annexion par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Cette guerre, elle a mené à un nouveau départ massif des Palestiniens vers la Jordanie, ce qui a augmenté les tensions au sein du pays et qui a mené à un conflit en 1970 entre l'État jordanien et l'Organisation de libération de la Palestine dirigée par Yasser Arafat, ce qu'on appelle Septembre Noir, qui a abouti à l'expulsion de l'OLP vers le Liban. Dans les années suivantes, Hussein et l'OLP se sont progressivement réconciliés, et en même temps, les Jordaniens ont abandonné
leur demande territoriale sur la Cisjordanie et sont allés jusqu'à signer un accord de paix avec Israël en 1994. La situation actuelle pour le roi Abdallah II est particulièrement complexe, puisqu'il y a à peu près 43% de la population qui est ou palestinienne ou d'origine palestinienne, dans une situation particulièrement tendue dans la région, avec un génocide contre les Palestiniens et une menace d'annexion de la Cisjordanie par l'État israélien. En même temps, l'État jordanien est proche des États-Unis et a signé la paix avec Israël. C'est pour cela que le roi, qui est dans une situation assez complexe avec la situation internationale, s'investit beaucoup dans les négociations pour aboutir à un cessez-le-feu. Et je crois qu'en ce moment, le prince héritier est à Paris pour participer aux discussions sur la préparation de l'après-guerre à Gaza. Le contexte est aussi particulièrement complexe car les pays voisins de la Jordanie sont également en crise. Il y a énormément de réfugiés syriens et irakiens dans le pays. Et la Jordanie elle-même, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, fait face à des défis environnementaux qui sont majeurs. C'est un des pays avec le moins de ressources en eau du monde. Et donc, dans ce contexte, la Jordanie a réussi l'exploit de rester plus ou moins stable et de développer une économie qui est axée autour du tourisme. Et donc ce qu'on va voir ce soir, en invitant 3 intervenantes, c'est essayer de comprendre cette dualité qu'il peut y avoir entre la stabilité du pays et énormément d'incertitudes qui touchent cette stabilité. Nous avons invité ce soir Solène Liétard, qui est doctorante à l'université Paris Panthéon-Sorbonne et qui travaille sur la question de l'aide internationale en Jordanie. Nous avons aussi invité Cyrine Forest, qui est consultante pour les Nations Unies, qui a travaillé en Jordanie sur la question du genre et de l'environnement, et surtout qui accompagne les jeunes dans le projet depuis quasiment 1 an maintenant. Et Nadia Enesco, qui est membre de l'IREMO, qui a dirigé le Magister de l'IREMO et le festival ADAB, qui est un festival de littérature que je vous invite à suivre, et qui travaille maintenant à l'Assemblée nationale et qui revient de quelques mois à Amman. Et on va commencer par toi, Nadia, avec une immersion par les images pour qu'on puisse se projeter dans l'endroit où on va être dans quelques jours. Voilà. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Camille. Merci à l'IREMO pour l'invitation. Je suis très contente d'être là ce soir et très contente pour vous aussi que vous alliez en Jordanie dans 2 semaines. C'est un super pays et je suis très contente de continuer à en parler aujourd'hui ce soir parce que ça continue d'une certaine manière ce que j'ai vécu là-bas et ce que j'ai connu là-bas. Donc, comme vous disait Camille, je vais accompagner ma présentation avec des photos surtout. D'abord parce que c'est beaucoup plus évocateur, ça va vous permettre de voir aussi un petit peu plus là où vous serez dans 2 semaines. Et pour ceux qui connaissent déjà, peut-être de redécouvrir à travers la pellicule des lieux et des endroits et des moments de vie d'Amman et de Jordanie. Donc, je vais vous parler notamment, et très rapidement, je vais faire une dizaine de minutes pour laisser surtout le temps à mes collègues, des dynamiques sociales et urbaines qui se font en Jordanie. Donc on a un mélange, pour faire court, entre des migrations contraintes et des mobilités choisies qui vont converger aujourd'hui en Jordanie et notamment dans l'espace urbain, donc dans la ville. Avec un constat démographique qui est assez simple. Aujourd'hui en Jordanie, il y a 12 millions d'habitants et en 2004, il y en avait 6 millions, donc ça a doublé en très peu de temps, et c'est d'une part une croissance naturelle, mais aussi due à ces flux-là qui viennent de l'extérieur, que ce soit de l'international, de mobilité voulue, ou alors des flux migratoires qui répondent à la contrainte et aux besoins. Et en parallèle de ces mouvements-là, de cette démographie-là, on a évidemment une population jordanienne, une jeunesse jordanienne qui vient complexifier un peu toutes ces couches de société. Donc je vais commencer rapidement par évoquer la question des flux migratoires. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus pour qu'on ne se répète pas et pour ne pas radoter pendant 1 heure. Ça sera un petit peu ennuyeux pour vous. Mais donc, la Jordanie se compose donc de flux migratoires qui sont fondamentaux surtout parce qu'ils ont aidé à construire ce pays. Ils ont bâti les villes. Le plus remarquable et le plus structurant, c'est sûrement le cas des réfugiés palestiniens, dont Camille le mentionnait. Après les guerres de 48-67, il y a des territoires urbains comme Amman et Zarqa au nord du royaume qui vont voir une population palestinienne forte. Il n'y a pas de recensement officiel de la population palestinienne, donc c'est dur de situer les chiffres. D'après l'UNRWA, que vous allez voir, il y aurait environ 2,5 millions de Palestiniens en Jordanie. Et les photos que vous voyez derrière sont des photos issues de camps en Palestine, mais aussi de manifestations de la présence palestinienne en Jordanie. Ça, c'est assez ironique, mais c'est après un des premiers accords de trêve, de cessez-le-feu,
qui a été fêté évidemment en Jordanie par la population palestinienne avec des drapeaux et des kéfiers, comme vous pouvez voir. Il y a aussi une migration syrienne qui est beaucoup plus récente, notamment après la guerre civile en 2011, où on a 1,5 million de Syriens qui vont venir s'installer en Jordanie. On a aussi les Irakiens, qui sont souvent moins visibles, disons, on en parle moins. Il y a eu 2 vagues de réfugiés irakiens, notamment après la guerre du Golfe en 91 et après 2003. La majorité va vivre à Amman, encore une fois, dans les grandes villes. Et puis au-delà donc, de ces trois grands mouvements de migration, on a aussi des travailleurs migrants, notamment venus d'Égypte, mais aussi du Bangladesh, des Philippines, de l'Indonésie et de l'Afrique de l'Est, qui vont travailler dans des secteurs d'agriculture, de construction, pas mal aussi dans les services domestiques. On a aussi environ, d'après département d'État américain, 1,5 million de travailleurs étrangers qui travaillent, vous vous en doutez, dans des conditions plus que précaires. Et enfin, au-delà de tout ça, on a aussi d'autres minorités, enracinées aussi dans le tissu social et démographique jordanien, notamment des Circassiens, suite aux déportations au XIXe siècle sous la Russie tsariste, qui sont venus s'installer en Jordanie, en Transjordanie. On a aussi des Tchétchènes, des Arméniens, des Druzes, des Bahaïs et des chrétiens. Donc vous voyez que c'est vraiment un tissu social qui est très riche, qui fait preuve d'une énorme diversité culturelle, sociale. Et donc, au-delà de ces migrations, imposées, contraintes, on a évidemment un très fort afflux d'expatriés, d'étudiants, de touristes. Donc c'est toute une deuxième catégorie de cette population-là, dont la présence en Jordanie relève d'un choix, d'une volonté, d'un désir, d'un caprice pour certains, et donc qui contraste complètement avec la première catégorie de cette population-là. On a notamment les étudiants internationaux. J'en suis l'exemple parfait. J'ai passé 6 mois à Amman, à l'IFPO, que vous voyez là, c'est très beau, il y a des petites roses, des petites fleurs à l'entrée. Ensuite, on a le personnel des ONG, donc, qui travaillent dans l'associatif, l'humanitaire, beaucoup qui travaillent aussi avec des agences des Nations Unies. On a d'autres types de professionnels, de consultants dans le secteur privé, dans des projets internationaux, dans le monde aussi de la diplomatie. Et puis évidemment, on a des touristes. On a eu en 2024 plus de 6 millions de touristes en Jordanie qui vont voir les grands sites aussi comme Petra, le Wadi Rum, etc. Et il y a eu un certain creux, disons, ou frein dans l'économie touristique à cause du Covid et à cause de la situation régionale, mais c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour la Jordanie et qui a rapporté, par exemple, en 2024, plus de 5 milliards de dinars de recettes. Donc c'est quand même considérable pour ce pays-là. Et comme je vous disais ensuite dans mon introduction, on a évidemment une population jordanienne conséquente et une jeunesse jordanienne qui m'a semblé très intéressante à voir et à connaître sur place, puisque c'est une jeunesse qui va être à la croisée de pas mal de dynamiques démographiques, sociales et culturelles. Parfois, ils se retrouvent entre ces 2 premières catégories que j'ai mentionnées, et leur manière de socialiser, de vivre, ça va beaucoup dépendre aussi de leur statut socio-économique. On a par exemple des Jordaniens qui viennent de milieux urbains plutôt favorisés, plutôt riches, qui vont tendre vers l'Occident d'une certaine manière, avec des modes de vie plus marqués dans ces tendances-là, avec pas mal de relations qui se créent avec cette communauté internationale, cette communauté d'étudiants qui viennent d'Europe, des États-Unis, et pareil avec les jeunes personnes, les jeunes professionnels qui travaillent dans ces agences-là. Donc on va voir ces brassages-là qui se font sur le champ professionnel, sur le champ universitaire également. C'est une jeunesse parfois qui est marquée par une plus forte mobilisation sociale, une mobilisation sociale qui peut être un peu plus engagée, un peu plus audacieuse, et qui va passer aussi beaucoup par les plateformes et les réseaux sociaux. Mais évidemment, on a, et là j'ai choisi quelques photos, on voit bien le drapeau jordanien, malgré cette mobilisation-là qui peut parfois entourer des thématiques, notamment comme la question de la Palestine et de Gaza. C'est une population jordanienne qui reste toujours attachée à une certaine vision de l'identité jordanienne, de ce qu'est l'identité jordanienne. Et ça évoque un phénomène qui est beaucoup plus complexe, et en 10 minutes, j'ai absolument pas le temps de l'aborder, mais c'est, peut-être que vous en parlerez, mais c'est cette jordanisation, si on peut dire ça comme ça,
de l'identité de ce pays-là, une jordanisation qui paraît parfois un peu artificielle, puisque c'est un pays qui est construit sur tellement de diversité, qui n'est pas proprement parlée jordanienne, mais bien issue de l'immigration. Et donc on voit parfois un très fort sentiment nationaliste qui peut peut-être être considéré comme construit pour imposer ou pour montrer une certaine identité, comme vous le voyez là avec ces drapeaux-là. Donc bref, toutes ces dynamiques-là de démographie, de flux migratoires et de mobilité choisie vont affecter la ville, le tissu urbain, et elles vont évidemment redéfinir la manière dont les villes se façonnent. Donc on a d'abord des espaces cosmopolites avec des espaces vraiment urbains privilégiés. On va voir pas mal de quartiers qui sont très dynamiques, ouverts sur l'extérieur et marqués par une très forte présence d'acteurs internationaux ou alors d'une élite locale urbaine. C'est des espaces dits cosmopolites où on va voir des passages de pas mal de professionnels internationaux qui vont refléter une facette de la ville qui va concentrer des services de qualité, des initiatives culturelles et une forme de sociabilité finalement plutôt valorisée. On a une prolifération d'espaces culturels, on a des cafés de coworking, il y a des restaurants internationaux, il y a des galeries d'art très niches, donc qui vont toutes construire cette image d'un Amman cosmopolite et moderne, qui est absolument le cas. Et tout cela concentré dans certains quartiers. Là, ce que vous voyez derrière, c'est des petites rues très belles, très mignonnes, des quartiers typiquement expatriés de Amman. Donc c'est d'une certaine manière des vitrines culturelles de la ville. Et évidemment, derrière ce phénomène-là, vous vous en doutez, il y a tout un phénomène de gentrification de quartiers historiques dans les grandes villes qui va mettre une certaine pression sur le marché locatif, sur le logement, quitte à marginaliser, disons, une population qui n'a plus accès à ce mode de vie. Et ça, c'est justement un deuxième élément un dernier élément qui est important. C'est cette idée que donc à la marge de ces villes qui se développent, qui s'enrichissent et qui s'ouvrent au monde et à l'international, on a toujours une réalité géographique qui est difficile, qui est précaire et qui est souvent marginalisée, dans laquelle vont habiter justement ces populations que j'évoquais au début de ma présentation, ces populations issues de l'immigration. Je ne vais pas évoquer longuement la question des réfugiés. D'ailleurs, des camps de réfugiés, je ne vais pas l'évoquer du tout parce que ça sera évoqué par la suite. Mais toutes les photos que je vais faire défiler derrière, ce sont des photos du camp Zarqa, qui est un camp palestinien au nord de Amman. Et vous allez voir que c'est un camp qui est d'une certaine manière intégré au tissu urbain, mais qui va tout de même et continuellement vivre dans une situation de marginalisation et de précarisation. Et il y a une politique d'exclusion identitaire derrière, comme je vous disais, avec ce phénomène de jordanisation. Donc c'est intéressant de voir, par exemple, dans la première photo, le nom de la rue, c'est la rue du retour, donc une référence évidemment au droit au retour. Dans la deuxième photo, vous allez voir la référence à la mosquée Al-Aqsa. Donc vous allez voir que cette identité palestinienne est très présente dans ces camps-là. Voilà. Et ça, c'est le camp de Zaatari, qui est un camp syrien. Et voilà. Et donc pour terminer, quelques faits sur Amman. Pareil, comme je vous disais, sur la Jordanie, il y a eu une explosion démographique. Amman, c'est pareil. On est passé de 2000 habitants il y a un siècle, en 1924, à plus de 2 millions d'habitants en 2006. Donc c'est un boom immense qui va évidemment polariser la ville de l'est en l'ouest et qui va à la fois ouvrir la ville au monde, ouvrir un tas d'opportunités, de possibilités de rencontres, de brassage qui est vraiment particulièrement intéressant et particulièrement riche. Et je pense que ça, c'est une des richesses de la Jordanie. Mais d'autre part, évidemment, il y a un phénomène de marginalisation qui se fait en parallèle de ça. Donc voilà, et je termine avec une photo du Knefé, qui est un très bon dessert que vous devez à tout prix goûter si vous y allez. Je pense que c'est l'une des choses que je retiens le plus de mon passage en Jordanie. Et donc voilà, j'espère que ces photos vous ont permis de visualiser un petit peu ces choses-là, même s'il n'y a rien de mieux que d'aller sur place pour redécouvrir ou découvrir
la Jordanie, pour réellement bien la connaître. Et je serais curieuse d'avoir vos retours aussi après votre voyage pour voir si ces quelques éléments que j'évoquais correspondent aussi à ce que vous voyez. Est-ce que vous allez davantage voir un Amman très moderne, très international, très cosmopolite, ou est-ce que vous allez aussi voir, peut-être à travers les failles, un autre visage de la capitale et du pays? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nadia. On commence à avoir une petite idée de où on va atterrir et de ce qu'on va faire. On va manger, ça c'est sûr. Merci pour ces photos. Je me tourne maintenant vers donc Solène Liétard. On a parlé de cette dualité entre la stabilité du pays et toutes les incertitudes qui l'entourent. Et donc, je te propose de nous présenter ce qui constitue en fait le paysage politique national et régional de la Jordanie. Merci beaucoup. Donc, avant tout, merci beaucoup à l'IREMO pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Sachez que forcément, je vais répondre aux questions qui vont m'être posées en étant la plus concise possible, ce qui explique que je mettrai forcément certains détails, mais on pourrait forcément y revenir dessus dans la discussion ou en dehors de cette conférence. Donc pour répondre à cette question, je vais d'abord faire un petit détour historique pour expliquer la façon dont l'État jordanien a construit sa stabilité sur le plan interne. Et je poursuivrai ensuite sur la place du royaume à l'échelle régionale. Donc la Jordanie, c'est un pays du Moyen-Orient, d'une superficie d'environ 90 000 km², qui est donc peuplé aujourd'hui de entre 11 et 12 millions d'habitants. Il est né de l'implosion de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale et à la suite de la mise en place, donc on l'a déjà mentionné, des mandats français et anglais au Moyen-Orient. La dynastie hachémite, elle s'installe, donc je vous ai mis en photo à droite, enfin la gauche plutôt. La dynastie hachémite, elle s'installe à la tête de l'émirat de Transjordanie en 1921, durant la période du mandat britannique. Ce choix en fait de la dynastie hachémite, il est soutenu par les autorités britanniques. Ce choix, il s'explique notamment par le rôle historique joué par la famille hachémite dans la grande révolte arabe de 1916 contre l'Empire ottoman et qui est menée justement par un des membres de la dynastie hachémite. La légitimité historique de la monarchie hachémite, donc qui est aujourd'hui en place en Jordanie, elle repose à la fois sur sa filiation avec le prophète de l'islam Mohammed, mais aussi du fait de son rôle de gardien des lieux saints de l'islam. Donc aujourd'hui, en fait, la Jordanie, elle assure encore la tutelle sur les sanctuaires de Jérusalem, donc la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, à travers le financement du Waqf islamique. Ce rôle, il est reconnu à la fois par les Palestiniens, mais aussi par la communauté internationale, ce qui confère évidemment au royaume une place singulière dans les affaires régionales. Donc en 1946, à la fin du mandat britannique, l'émirat devient indépendant, comme on l'a déjà mentionné, et prend le nom de Royaume hachémite de Jordanie, sous le règne de Abdallah Ier, que je vous ai mis ici en photo. Et en fait, c'est sous son autorité que le jeune État jordanien donc consolide ses institutions et étend son territoire. À la suite de la première guerre israélo-arabe, la Cisjordanie passe sous administration jordanienne. Donc, je vous ai mis une carte à gauche. Et donc, c'est-à-dire avant d'être officiellement intégré au royaume hachémite en 1950. Donc, c'est-à-dire que les deux rives du Jourdain, donc le Jourdain, c'est ce qui sépare la Cisjordanie de la Transjordanie, passent sous la souveraineté du roi, enfin sous l'autorité du roi Abdallah Ier. Et donc, à cette période, de nombreux Palestiniens obtiennent la nationalité jordanienne. Et cet épisode, il marque durablement la composition démographique du royaume, on en a déjà parlé, et donc la position régionale du pays. En 1952, on a donc après un court règne du roi Talal, fils d'Abdallah, on a le roi Hussein qui prend la place de son père en 1952. Et un des points véritablement marquants de son règne, c'est sa capacité à inclure à la nation jordanienne et au jeu politique du pays les tribus qui vivaient sur le territoire du royaume. En fait, quand les Hachémites ils arrivent au pouvoir, ils sont mis là par les Anglais, le territoire il n'est pas du tout désert, très très loin de là, il y a des tribus qui vivent là depuis plusieurs siècles et qui sont établies notamment grâce à des structures sociales propres. Et donc en fait leur intégration progressive au pouvoir jordanien, il est l'un des ressorts véritablement essentiels de la stabilité du pays sur le plan interne. Et le roi Hussein, il œuvre particulièrement sur ce point. Au-delà de la question tribale, non c'est bon.
au-delà de la question tribale, le règne du roi Hussein il est également marqué par la perte de la Cisjordanie à la suite de la guerre des 6 jours en 1967. Et ce conflit donc, qui oppose Israël à plusieurs pays arabes voisins, il se conclut par la victoire de l'État d'Israël et une extension territoriale israélienne significative, puisqu'il inclut la prise de contrôle de la Cisjordanie et de l'ensemble de Jérusalem. Du côté institutionnel, la constitution jordanienne, elle établit une monarchie parlementaire. Donc en fait, la constitution de 1952, elle est enrichie d'ailleurs de ces amendements. Elle confère au souverain un rôle prééminent dans l'architecture politique du pays. Et en fait, en tant que garant de l'équilibre institutionnel, le roi il nomme les premiers ministres, ainsi que les membres du Sénat, qui est l'une des 2 chambres du Parlement. Peut-être que vous aurez l'occasion de passer devant en passant à Amman. L'autre chambre, qui est donc la Chambre des députés, elle est élue par les citoyens jordaniens. Ce dispositif, il contribue véritablement à assurer à la fois la continuité de l'État et la stabilité du jeu politique à l'échelle intérieure plutôt. Et depuis sa création, le Parlement il a vu son rôle évoluer vers celui d'un instrument de stabilisation du régime politique, ce qui a véritablement contribué à sa solidité à travers le temps. Par exemple, à la suite d'une tentative de coup d'État en 1957, il y a une suspension des activités des partis politiques, de même que la limitation des prérogatives du Parlement, ce qui permet finalement de préserver l'ordre et l'intégrité de l'État. La guerre des 6 jours en 1967, elle entraîne donc la perte de la Cisjordanie, comme je l'ai déjà mentionné, et elle conduit aussi à la suspension temporaire du jeu parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette décision, elle est justifiée à l'époque par le fait que les citoyens de Cisjordanie ne pouvant plus voter pour élire leurs députés, eh bien, il s'agit de continuer à garantir la légitimité et l'équité du processus électoral en le suspendant, tout simplement. Et en fait, c'est en 1989 qu'on voit le retour des élections parlementaires et la réautorisation des partis politiques. Bien que, du coup, les prérogatives du Parlement, elles demeurent aujourd'hui encore encadrées, les réformes de découpage électoral et la réintroduction progressive du pluralisme contribuent à redonner peu à peu toute sa place à l'institution parlementaire pour le fonctionnement du régime politique. Et cette ouverture, qui reste donc progressive et mesurée, elle permet de renforcer la stabilité tout en accompagnant son évolution politique. Au-delà de la place des tribus, et dans le jeu politique et de la centralisation du pouvoir sur le plan intérieur, il faut aussi regarder le contexte régional pour comprendre comment la Jordanie a bâti sa stabilité. On l'a un petit peu mentionné en introduction, mais en fait cet angle d'analyse il permet de mieux saisir les alliances qui ont été nouées par la monarchie et ainsi que le rôle de l'aide internationale en fait, dans cet équilibre régional. Donc la Jordanie, elle occupe une position particulière dans la sécurité régionale, notamment en raison de sa relation avec l'État d'Israël. Après la guerre des 6 jours, en 1967, il y a donc l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui s'installe en Jordanie et qui mène, depuis le territoire jordanien, des actions contre l'État d'Israël. Et en fait, cette présence militaire conjuguée à l'afflux massif des réfugiés palestiniens, elle ravive une question véritablement sensible pour le jeu politique, la vie politique du royaume, c'est celle de la place et du rôle des Jordaniens d'origine palestinienne. Et ces tensions, elles atteignent véritablement leur paroxysme en 1970, lors des affrontements entre l'armée jordanienne et les Fedaïn de l'OLP. Donc c'est un épisode qui est connu sous le nom de Septembre Noir et qui fait plusieurs milliers de morts. Le conflit, il se conclut par un cessez-le-feu dont je vous ai mis une image juste ici, et donc le départ de l'OLP par le Liban, comme on l'a mentionné avant. Et donc c'est dans ce contexte régional complexe que la Jordanie cherche dans les décennies suivantes à consolider sa stabilité et à renforcer ses alliances diplomatiques. Et en fait, il y a donc la signature du traité de paix avec Israël en 1994, qui est considéré comme l'un des principaux héritages du prince Hussein en termes de stabilisation à l'échelle régionale. Elle s'inscrit dans cette logique de préservation du royaume, de la sécurité du royaume et de maintien du rôle d'équilibre de la Jordanie dans la région. Et de manière plus générale d'ailleurs, au-delà des seules populations d'origine palestinienne, le défi pour la Jordanie reste d'assurer l'inclusion de tous les citoyens dans le tissu économique et social. Les questions de justice sociale et économique, on l'a un petit peu mentionné avec
l'intervention de Nadia, elles ont d'ailleurs été au cœur de certains mouvements de contestation dans le passé, et cette dynamique, elle explique en partie le partenariat étroit entre la Jordanie et les États-Unis, qui voit dans le soutien économique et social un moyen d'accompagner le développement du royaume, de consolider sa stabilité interne et de contribuer surtout à l'équilibre régional, notamment vis-à-vis d'Israël. Et donc dans ce contexte, l'aide internationale, elle joue un rôle véritablement central. Elle permet de soutenir les services publics, de contribuer à la création d'opportunités économiques, d'accompagner les réformes engagées par le roi Abdallah II, donc qui est le fils de Hussein et qui arrive sur le trône en 1999. Alors bien sûr, l'économie jordanienne, elle reste sous pression. On a un chômage qui tourne autour de 16%, une dette publique qui dépasse les 100% du PIB, notamment à la suite de la crise du Covid, et une croissance qui reste modérée, qui se situe autour de 4%. Mais malgré cela, la Jordanie, elle a su faire preuve d'une résilience impressionnante face aux crises régionales. La guerre civile en Syrie, par exemple, elle a vraiment eu un impact important sur le tourisme et sur les échanges commerciaux. Mais pourtant, en fait, le pays réussit à rester stable, et ça, c'est un point essentiel pour comprendre sa place et sa crédibilité sur la scène régionale. Donc l'aide internationale, elle contribue aussi au renforcement des capacités militaires et sécuritaires. La Jordanie, elle s'est affirmée comme un acteur central plutôt, dans la lutte contre les groupes djihadistes en Syrie et en Irak, et comme un partenaire essentiel pour le contrôle des frontières, notamment face au trafic de drogue du Cap Tagon en provenance de Syrie, et qui préoccupe beaucoup les pays du Golfe. Enfin, la Jordanie, elle occupe une place stratégique dans les équilibres régionaux, si on recule un petit peu, en particulier dans la politique des pays du Golfe et des partenaires occidentaux de lutte contre l'influence iranienne. Et donc la Jordanie bénéficie à ce titre d'un soutien constant des États-Unis notamment, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Et plus récemment, la Jordanie, elle s'est mobilisée pour intercepter des missiles lors de la guerre irano-israélienne de juin 2025, affirmant sa souveraineté en dénonçant la violation de son espace aérien. Donc en fait, la stabilité jordanienne, elle tient autant à la gestion interne des équilibres sociaux qu'à la capacité du royaume à s'affirmer en fait comme un partenaire fiable et incontournable de la région. Et cet ancrage géopolitique justifie en grande partie l'ampleur de l'aide internationale qui lui est dédiée. Merci Solène. Autre sujet très important qui est lié à cette question-là, c'est la présence des réfugiés dans le pays. Donc c'est le pays avec le deuxième taux de réfugiés par habitant le plus élevé du monde, après le Liban. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir déjà quel est le sort de ces réfugiés et quel est l'impact de leur présence massive sur l'équilibre social et politique du pays. Donc effectivement, la Jordanie, comme ça a été mentionné un petit peu par Nadia, elle possède une très longue tradition d'accueil et d'intégration des populations réfugiées issues de nationalités diverses. En fait, on peut faire remonter cette tradition d'accueil à celui de l'accueil des Circassiens à la fin du XIXe siècle, de dizaines de milliers de Circassiens en réalité qui arrivent pour fuir les persécutions dont ils sont victimes dans l'Empire russe. Et donc en fait, le royaume, dès le XIXe siècle, en tout cas à l'époque c'est encore l'Empire ottoman, mais en tout cas le territoire permet progressivement l'intégration de ces Circassiens au jeu politique local. Et en fait ça illustre dès cette époque la capacité du territoire puis du royaume à offrir refuge et stabilité aux populations en exil. Et cette politique d'accueil, elle se prolonge avec l'arrivée massive des Palestiniens à la suite de la Nakba, donc de la catastrophe de la création de l'État d'Israël en 1948, et donc de l'administration, comme j'ai mentionné, de l'administration de la Cisjordanie par la Jordanie. Donc en fait, à cette époque-là, on a environ 280 000 Palestiniens qui fuient la création de l'État d'Israël, tandis qu'il y a 440 000 autres qui passent sous administration jordanienne. Et donc en fait la guerre de 67, dite Naksa, donc ce qui veut dire échec en arabe, ça entraîne une nouvelle vague d'environ 300 000 réfugiés palestiniens en Jordanie.
Et en fait, la majorité, ce qui est très important à retenir en tout cas, c'est que la majorité des Palestiniens qui vivent en Jordanie, ils ont la nationalité jordanienne, notamment en raison de la politique de naturalisation de tous les Arabes de Palestine, qui est menée par le roi Abdallah Ier, donc, dès février 1949. Et en parallèle, on a quand même près de 2,4 millions, tu l'as mentionné Nadia, d'entre eux qui sont enregistrés auprès de l'UNRWA, donc qui est l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ce qui leur permet de conserver leur statut de réfugié et de le transmettre à leur descendance. Et les Palestiniens, ce qui est aussi important à retenir, c'est qu'en fait, c'est les seuls dont le statut de réfugié est reconnu officiellement par l'État jordanien, ce qui les distingue en fait de l'ensemble des autres populations exilées qui vivent en Jordanie. Après, si on compte aussi leurs descendants, les personnes palestiniennes ou d'origine palestinienne représentent une part importante de la population, donc les chiffres officiels qui sont avancés par le gouvernement jordanien situe cette proportion autour de 43%. Après, on a quand même d'autres chiffres qui nous viennent d'autres sources. Là, je vais citer un chiffre du ministère des Affaires étrangères australien qui situe la proportion des personnes palestiniennes ou d'origine palestinienne en Jordanie autour de 70% de la population. Donc c'est assez important. On compte actuellement 10 camps palestiniens officiels qui sont administrés en coordination avec l'UNRWA et 3 non officiels. Et donc parmi eux, on a mentionné le camp de Zarqa, dont vous avez vu des images, qui est en fait le camp de réfugiés palestiniens le plus ancien de Jordanie, qui est créé en fait dès la création de l'État d'Israël. On peut aussi peut-être citer celui de Al-Wahdat, donc là il n'y a pas de photo du coup, mais en fait qui est au sud-est de Amman, qui s'appelle aussi Amman New Camp, et qui est sans doute le camp le plus connu parce qu'en fait il a vu naître le club de football du même nom, donc Al-Wahdat. À ce jour, donc, on a 370 000 Palestiniens qui vivent dans les camps. Les autres vivent au sein des communautés dites hautes. Donc en fait, ils ne vivent pas forcément dans les camps, ils vivent juste de manière tout à fait anonyme dans la population jordanienne. Au fil des années, ce qu'il faut bien retenir par contre, c'est que ces camps se sont devenus de véritables quartiers urbains, tu l'as bien montré, qui se sont intégrés progressivement au tissu des villes, même si malgré tout il reste effectivement des frontières invisibles. Les conditions de vie, elles y restent quand même difficiles. On a des logements exigus, un taux de chômage élevé, une précarité économique vraiment importante par rapport au reste du pays. Juste pour vous donner quelques chiffres, par exemple dans le camp de Al-Wahdat, donc le camp de l'équipe de foot, on a plus de la moitié des habitants on a un taux de chômage qui est estimé autour de 20%, alors que le taux de chômage national est estimé autour de 16%. L'écart n'est pas si énorme. Mais en tout cas, dans le camp de Jerash, qui est un camp... d'ailleurs, vous irez voir les ruines de Jerash. Mais vous saurez qu'il y a un camp palestinien à 5 km des ruines de Jerash. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce camp-là, il y a plus de la moitié des habitants du camp qui vivent sous le seuil national de pauvreté, qui est fixé à 816 dinars jordaniens par an, ce qui est 980 € par an. Alors que le taux de pauvreté à l'échelle nationale, il se situe autour de 16%. De manière générale, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur la question de l'inclusion des Palestiniens dans le tissu économique de la Jordanie. L'idée importante peut-être à retenir, c'est qu'en fait, ils se sont historiquement implantés plutôt dans le secteur privé, tandis que les Transjordaniens, donc les personnes qui sont originaires de la rive est du Jourdain, ils ont davantage investi le secteur public. L'impact puisque c'était la question, l'impact de la présence jordanienne, il est finalement très complexe et difficile à résumer parce qu'en fait, cette présence jordanienne, elle est constitutive de la construction même en fait de la nation jordanienne, c'est-à-dire que en fait, le défi politique pour le pays, il a consisté à préserver la cohésion nationale et à renforcer le lien entre la couronne hachémite d'un côté et les populations d'origine palestinienne, qu'ils aient ou non le statut de réfugiés. Et donc ça a concerné tout particulièrement les réfugiés qui ont obtenu la nationalité jordanienne, notamment après 48 et après 67 également, mais dont les autorités jordaniennes en fait continuent de lutter pour le retour de ces réfugiés palestiniens dans leur pays, dans leur foyer d'origine, qui sont situés dans ce qui est devenu aujourd'hui Israël.
Donc pour les autorités, pour résumer, l'enjeu consiste à garantir pour l'ensemble de la population, quelle que soit son origine, un accès à des opportunités économiques satisfaisantes et à des services de qualité. Et dans ce cadre, l'aide internationale, à nouveau, joue un rôle important, donc notamment l'AFD, en soutenant des secteurs de l'éducation, de la santé ou de la protection sociale. Et donc, l'aide internationale, en fait, elle contribue à renforcer la cohésion sociale et la stabilité économique du pays. Et donc pour revenir aux autres catégories de personnes exilées en Jordanie, on peut peut-être rappeler la présence temporaire des Libanais qui ont fui la guerre civile entre 1975 et 91, ou bien plus récemment la guerre menée par l'État d'Israël au Liban en 2024. Du côté des Irakiens, on a environ 400 000 personnes qui se sont réfugiées dans le pays à partir des années 80-90, dont environ 160 000 après l'invasion américaine en 2003. La majorité de ces personnes, en fait, elles sont rentrées en Irak depuis. On pourra revenir sur leurs caractéristiques économiques qui expliquent en fait des mobilités différentes par rapport aux autres populations. Et ce qui est aussi important, je pense, à retenir, c'est que la Jordanie, elle accueille aussi des Yéménites qui fuient le conflit qui déchire leur pays depuis 2014, mais également des personnes issues des communautés soudanaises et somaliennes qui sont elles-mêmes contraintes à l'exil. Et donc, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont je vous ai mis des petites images, il agit habituellement en fait, dans les États qui sont signataires de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, afin de soutenir les autorités locales dans leur politique d'accueil. En fait, la Jordanie, elle n'est pas signataire de cette convention relative au statut de réfugié, ce qui explique en fait que les personnes syriennes présentes en Jordanie n'aient pas le statut de réfugié. Selon les autorités jordaniennes. Mais en fait, la Jordanie, elle a quand même conclu un accord avec le HCR en 1998 pour encadrer en fait, la coopération entre l'institution onusienne et l'État. Accord qui consacre également le principe du non-refoulement, qui interdit le renvoi d'une personne vers un pays où sa vie serait menacée. Donc, ce sera mon dernier point. Depuis 2011, la Jordanie est également un pays d'accueil majeur pour les réfugiés syriens. En juin 2025, on a environ 600 000 Syriens qui étaient enregistrés auprès du HCR, tandis que les autorités jordaniennes, elles avancent plutôt le chiffre de 1,4 million de Syriens présents en Jordanie. Ce qui constitue environ 15% de la population. En droit jordanien, comme je le disais, ils ne sont pas considérés comme des réfugiés, mais comme des invités, je cite, et n'obtiennent le statut de réfugié uniquement que s'ils sont réinstallés dans un pays tiers. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de conserver le principe selon lequel la Jordanie doit seulement être un pays de transit avant une réinstallation dans un autre pays, ou bien un retour en Syrie. Leur exil s'explique évidemment par la guerre civile syrienne qui a commencé tout près de la frontière, donc dans la ville de Deraa, qui est dans la province en vert foncé, pardon, donc qui est vraiment très proche de la frontière jordanienne. D'ailleurs, et de nombreux en fait, liens familiaux, tribaux, économiques existaient déjà entre les deux côtés de la frontière avant la guerre civile, ce qui a facilité l'accueil initial par les communautés locales. Et l'organisation de l'accueil, il s'est donc structuré progressivement à partir de 2011, donc à partir de la Révolution puis de la guerre civile syrienne. Après l'ouverture d'un premier camp de transit en avril 2012, les autorités jordaniennes, en coopération avec le HCR, elles ont inauguré en juillet 2012 donc, le camp de Zaratali, dont on a parlé tout à l'heure, qui a accueilli jusqu'à 140 000 personnes, ce qui en a fait, il me semble, la 4e ville du pays. Il y a 2 autres camps qui ont été créés, donc le camp de Azraq, on ne voit pas très bien, mais en tout cas vous verrez du coup qu'ils sont tous situés au nord du pays. Donc le camp de Azraq et le camp jordano-émirati, donc qui est financé par le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Comme pour les Palestiniens, il est très important de se souvenir qu'en fait l'immense majorité des Syriens, donc 80% des personnes syriennes qui sont présentes en Jordanie, elles ne vivent pas dans les camps. Elles vivent comme pour les Palestiniens, parmi la communauté haute, donc en fait dans les villes, les campagnes, comme les Jordaniens. Aujourd'hui, on a près de 30% des Syriens qui sont enregistrés auprès du HCR, qui sont dans le gouvernorat de Amman, donc le gouvernorat de la capitale, qui est au milieu. Ensuite, on a 25% dans le gouvernorat de Mafraq, donc c'est celui qui est en haut à droite, 18% à Erbil, en haut à gauche, et 15% dans le gouvernorat de Zarqa, qui est entre Mafraq et Amman.
Donc en fait, l'arrivée de cette population a exercé une forte pression sur les services publics et notamment sur l'éducation. En fait, dès 2012, il faut savoir que le ministère de l'Éducation jordanien, il a ouvert les écoles publiques aux enfants syriens et avec l'appui de bailleurs internationaux, a instauré un système dit de double vacation, c'est-à-dire que le cours du matin sont réservés aux élèves jordaniens, tandis que les cours de l'après-midi sont réservés aux élèves syriens. Et ce dispositif, il a vraiment permis d'atteindre des taux de scolarisation qui sont plutôt assez impressionnants dans un contexte de migration qui se situe autour de 65% pour les enfants syriens âgés de 5 à 18 ans. Pour la question du marché du travail, les Syriens peuvent depuis 2021 accéder à la plupart des emplois qui sont ouverts aux non-jordaniens, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider exactement de là où ils peuvent travailler. Et leur intégration a notamment été encouragée par l'accord dit du Jordan Compact, qui est un accord entre la Jordanie et les pays européens pour faciliter l'accès aux entreprises jordaniennes au marché européen en échange d'une intégration progressive et de toujours plus grande de travailleurs syriens au marché du travail jordanien. En fait, les résultats de cet accord, ils sont pas brillants, mais ça reste quand même un exemple du lien qui peut unir développement économique et inclusion sociale dans ce cas. Et là, je vais conclure. Et donc, je me dois de conclure, évidemment, sur la question de l'éventuel retour des réfugiés syriens dans leur pays. En fait, depuis la chute de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, ils sont près de 150 000 à être retournés en Syrie. Et effectivement, c'est une question qui se pose et qui est tout à fait centrale pour le pouvoir jordanien aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu de récents affrontements dans la province de Souaïda, que je vous ai mis en rouge juste ici, donc qui est à la frontière jordanienne, ce qui a considérablement ralenti les retours. Les gens ne veulent plus retourner dans un pays où il y a la guerre. Mais donc du coup, dans ce contexte-là, la Jordanie, elle continue sa collaboration avec les Nations Unies notamment et avec les partenaires internationaux pour essayer d'assurer des conditions de vie dignes pour les réfugiés qui restent présents encore sur son territoire. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, on a évoqué les enjeux environnementaux qui affectent le pays, qui est très sensible à ces questions-là. Donc je me tourne vers Cyrine Forest pour nous présenter ces enjeux, mais aussi les liens avec la politique régionale du pays. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, et ce qu'on va voir quand on ira visiter la réserve de Dana, c'est les stratégies mises en œuvre pour répondre à ces défis. Merci beaucoup Camille, bonsoir à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir et c'était un plaisir de vous accompagner tout au long de l'année, j'ai hâte que vous soyez en Jordanie et j'ai surtout hâte d'avoir vos impressions et de voir le documentaire que vous nous réservez. Donc en effet, moi ce soir je vais parler des enjeux environnementaux ça va vraiment venir compléter ce qu'on a entendu parce que c'est vraiment au cœur de cette thématique entre instabilité, stabilité et incertitude. Et bien sûr, au cœur de cette thématique, on a le réchauffement climatique, qui affecte bien sûr toutes les régions du monde. Et individuellement, on est déjà tous affectés par le réchauffement climatique. Mais le Moyen-Orient, c'est un peu différent parce que c'est une région qui se réchauffe plus vite que les autres régions du monde. En fait, elle se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et on a vu qu'en effet, c'est une région qui est traversée par des crises politiques et sociales. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est que ces 2 types de crises s'alimentent l'une l'autre. Et donc, au milieu de ça, on a la Jordanie, qui subit de plein fouet en fait, ces 2 types de crises. Et au niveau du réchauffement climatique, la vraie problématique pour la Jordanie, c'est la pénurie d'eau. Donc on va voir ensemble, dans un premier temps, cette vulnérabilité de la Jordanie, cette vulnérabilité environnementale, quels sont les facteurs de cette vulnérabilité, et je vais essayer de conclure avec un point plus positif, parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites pour relever ce défi. Donc voilà, première partie, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc moi j'ai parlé de pénurie d'eau, le stress hydrique c'est un terme qui est un peu plus scientifique. Et en fait la Jordanie fait vraiment face à ce stress hydrique. Donc qu'est-ce qui définit en fait le stress hydrique ? Les Nations Unies en fait nous donnent une définition. Donc elles fixent un seuil. Donc ce seuil c'est 500 mètres cubes d'eau par an, par habitant et par an. Et en fait, la Jordanie, les ressources en eau qui sont disponibles, c'est 150 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Donc on voit que c'est bien en deçà du seuil critique. Et donc on déclare que la Jordanie est en situation de pénurie extrême. C'est d'ailleurs l'un des 5 pays les plus pauvres au monde en eau. Donc qu'est-ce qui explique
cette situation de stress hydrique, on a plusieurs facteurs. Donc je commence par les facteurs naturels qui sont peut-être plus évidents. Bien sûr, on le sait, c'est en fait la Jordanie, c'est un climat qui est semi-aride à aride, et on retrouve ça dans les pays du Golfe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'en fait, il y a très peu de précipitations, et que c'est des précipitations qui sont variables. Donc on estime que la majorité du pays reçoit moins de 200 mm de pluie par an. Si je compare rapidement avec la France, nous on est à 800 mm de pluie par an. Et on sait que ces précipitations, elles sont de plus en plus irrégulières. Donc on a des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus fréquents, donc qui n'améliorent pas les choses. Et en fait, ce qui va venir aggraver les choses, c'est que on a déjà peu de précipitations et elles sont faibles. Et en fait, la majorité de ces précipitations s'évaporent. Donc en fait, elles ne viennent pas nourrir les nappes phréatiques. Et donc on a encore moins de ressources d'eau douce qui sont disponibles. Donc je vais passer aux facteurs humains. En fait, cette pénurie d'eau, elle est aussi causée par l'humain. Donc on l'a vu parfois indirectement. On l'a vu, la population jordanienne, pas jordanienne, mais la population présente en Jordanie, elle a énormément augmenté. Donc on est passé de 7,9 millions d'habitants en 2015 à plus de 11 millions d'habitants actuellement. Donc bien sûr, il y a le taux de natalité qui joue, mais qui n'est pas si élevé. Mais comme on vient de le voir, c'est surtout l'afflux de réfugiés. Et donc mécaniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'habitants dit plus de demande en eau. Donc depuis 2013, en fait, la demande en eau, elle a augmenté de 20%, ce qui est énorme. Et on a vu que c'est compliqué parce qu'il y a peu de ressources d'eau douce. Il y a aussi un autre facteur aggravant, c'est l'urbanisation, on en a déjà parlé. De plus en plus de Jordaniens qui vivaient dans les zones rurales, dans d'autres gouvernorats, en fait, viennent dans les villes, comme Amman. Mais le problème, c'est que les infrastructures ne suivent pas. Donc les infrastructures en fait, d'acheminement de l'eau, en général, sont datées et défectueuses. Donc on a des mauvaises canalisations, ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup de pertes en eau. Donc même quand on a de l'eau, il y a un certain pourcentage en fait, qui se perd et qui n'arrive pas à destination chez les habitants. Et enfin, on a aussi un problème de pollution de l'eau qui est aussi lié à ces infrastructures. Donc là, ce n'est pas les infrastructures d'acheminement, mais c'est les réseaux d'assainissement qui sont aussi malheureusement datés et pas très modernes. Et ce qui fait qu'en fait, les eaux usées qui viennent de l'industrie ou des eaux usées domestiques sont maltraitées. Et donc en fait, parfois, elles sont rejetées dans les cours d'eau. Donc vous voyez une carte donc, au nord de la Jordanie, on a 3 principaux cours d'eau. On a le Jourdain, le Zarqa et le Yarmouk. Et malheureusement, ce sont des cours d'eau qui sont pollués. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, les deux crises environnementales, les crises géopolitiques s'alimentent l'une l'autre. C'est que malheureusement, cette pénurie d'eau, elle est aussi causée par des facteurs géopolitiques. Donc en fait, les bassins hydriques de la Jordanie, un tiers de ces bassins hydriques sont partagés avec 2 autres pays, donc des pays voisins de la Jordanie, Israël et la Syrie. Et malheureusement, ce partage ne se fait pas forcément très amicalement. Donc, si je prends l'exemple du Jourdain, donc, on a le fleuve du Jourdain qui en fait, est traversé par cette vallée, la vallée du Jourdain, qui était autrefois une vallée très fertile. Donc, on avait beaucoup d'arbres fruitiers, de légumes. Et en fait, ce n'est plus du tout le cas. Et pourquoi? Parce que c'est de plus en plus pollué. Et en fait, le débit de ce fleuve a énormément réduit. Et on estime qu'en fait, ce débit a chuté à moins de 10% de sa moyenne historique. Donc on se demande pourquoi, du fait en fait, de conflits régionaux. Donc, pour le Jourdain, c'est principalement un conflit avec Israël. Donc en fait, dans les années 60, donc Israël, c'est un petit pays, mais c'est quand même assez vaste. Il y a un problème en fait, qui se pose en Israël, qui se pose dans le désert du Negev, qui se situe au sud d'Israël, où en fait ils ont un problème d'acheminement de l'eau. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détourné de l'eau du lac de Tibériade, qui se situe au nord, et en fait le fleuve du Jourdain passe par ce lac. Donc en détournant de l'eau, ça a forcément atténué en fait le débit du fleuve du Jourdain. Donc le fleuve arrive ensuite en Jordanie et le débit est bien moindre. Donc cette vallée fertile n'est plus, et en fait l'eau du Jourdain n'alimente plus ou presque plus l'agriculture dans cette vallée. Et d'un autre côté, on a aussi le Yarmouk, qui lui prend sa source en Syrie. Et en fait, une problématique, c'est que donc, avant la guerre civile, ce fleuve était aussi beaucoup détourné et utilisé pour l'agriculture. Donc quand il arrive en Jordanie, le débit aussi est bien moindre.
Et peut-être une dernière chose sur le Jourdain. Quand on parle à des agriculteurs jordaniens ou qu'on lit des entretiens avec des agriculteurs jordaniens, en fait, on l'a évoqué, il y a eu un accord de paix entre Israël et la Jordanie en 1994 qui a normalisé les relations entre les deux pays. Mais en fait, dans cet accord de paix, il était requis que Israël donne de l'eau à la Jordanie. Et en fait, les agriculteurs jordaniens disent que l'eau qui est fournie par Israël est insuffisante et qu'en fait, elle est polluée. Donc, en fait, elle est inutilisable. Donc, quelles sont les conséquences principales de cette pénurie ? Donc, d'abord, bien sûr, c'est la désertification qui progresse. Donc, peut-être de l'extérieur, on pense que la Jordanie, c'est un grand désert. Ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, des terres agricoles donc, qui étaient vraiment utilisées pour l'agriculture ont disparu et sont en train de se désertifier. Donc on estime que près de 98% des terres agricoles sont aujourd'hui abandonnées et elles se transforment en désert. Donc quel impact ça a ? Bien sûr, ça a un impact sur la sécurité alimentaire. Bon, il faut savoir déjà que la Jordanie n'est pas autosuffisante de manière alimentaire, du fait bien sûr de ses conditions naturelles, mais aussi parce que c'est un secteur qui n'a pas été priorisé par les autorités jordaniennes. Mais par exemple, 98% de ses besoins en céréales proviennent d'importations, ce qui fait qu'en fait la Jordanie est très sensible aux crises économiques et alimentaires mondiales. Et enfin, bien sûr, il y a un énorme impact sur la biodiversité, autant sur la flore que sur la faune. Donc j'en parlais, Vallée du Jourdain, à une époque très connue pour ses arbres fruitiers et ses légumes, c'est en énorme déclin. Il y a certains endroits où on ne voit plus du tout ces arbres fruitiers, donc des figuiers, des oliviers par exemple. Et aussi au niveau de la faune, la Jordanie, c'est un pays qui est connu beaucoup pour ses populations d'oiseaux migrateurs. Certaines espèces sont complètement disparues ou sont en déclin, et malheureusement, c'est lié au réchauffement climatique et à la détérioration de ces habitats du fait de la pénurie d'eau. Mais essayons d'être un peu plus positifs. Donc bien sûr, il y a les autorités jordaniennes et les acteurs du développement international essayent de fournir des solutions à ces vrais problèmes. Donc qui dit pénurie d'eau dit forcément la solution, c'est une meilleure gestion de l'eau. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc premièrement, je vous parlais des infrastructures qui sont vieillissantes. En tout cas, à Amman, ils sont en train de moderniser ces infrastructures. Ils sont en train de remplacer les canalisations, par exemple, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de pertes en eau. Et il y avait aussi un problème de vol d'eau, en fait, dans ces bassins. Et là, il y avait vraiment des campagnes qui ont été lancées pour réduire ces vols. Je vous parlais aussi du fait que les nappes... en fait, l'eau s'évapore, donc elle est de moins en moins dans les nappes phréatiques. Mais les autorités jordaniennes ont fait une découverte assez stupéfiante dans le désert de Wadi Sisakr, donc qui se trouve à l'est d'Amman. En fait, ils ont découvert un aquifère, donc une nappe très profonde d'eau douce, mais en fait d'eau douce qui vient il y a 10 000 à 30 000 années. Donc c'est une nappe qui n'est plus alimentée, mais qui renferme énormément d'eau douce. Et donc là, en fait, ils sont en train de construire des puits pour pouvoir puiser dans cet aquifère. Bien sûr, ce n'est pas forcément durable parce que c'est une eau fossile, puisqu'elle est très très ancienne. Mais en tout cas, ça va alléger un peu cette demande, cette pression, pour un certain temps. Et enfin, donc ça, c'est un projet dont on parle depuis très longtemps. C'est un projet de dessalement. Donc vous savez, il y a quand même un accès à l'eau de mer de la Jordanie au sud avec la mer Rouge, et principalement à Aqaba. Et donc les autorités jordaniennes ont voulu pendant longtemps construire une usine de dessalement, donc prendre un peu d'eau de mer Rouge, la dessaler et la transporter dans les centres urbains comme à Amman. Et en fait, c'est enfin chose faite. Bon, l'usine est en train d'être construite parce qu'en fait, il y a eu un accord qui a été signé en début d'année avec 2 sociétés françaises, Meridiam et Suez, pour construire une usine de dessalement. Ce sera la 2e plus grande au monde. La première se situe en Arabie Saoudite. Et ça, c'est vraiment une solution qui est structurelle et systémique parce que ça va pouvoir permettre de couvrir jusqu'à 40% de la consommation d'eau potable en Jordanie. Donc cette usine, elle sera construite d'ici 2030. Et voilà. Et peut-être une dernière chose, donc ça c'est aussi important au niveau structurel, c'est l'engagement écologique. Donc en fait, les autorités jordaniennes, elles ont quand même perçu assez rapidement qu'il y avait un vrai problème environnemental et de pénurie d'eau en Jordanie. Et donc elles ont répliqué. Elles ont en fait créé une société qui s'appelle la Société royale pour la préservation de la nature. Donc ça, c'était dans les années 60. Et en fait, c'est une société en fait qui œuvre pour la promotion et
la préservation de la biodiversité et de la nature. Et en fait, c'est elle qui chapeaute les réserves naturelles qui sont présentes en Jordanie, dont Dana, donc la réserve naturelle que vous allez visiter, qui est la plus grande de Jordanie, qui a été créée dans les années 80. Et en fait, ce que cette société a fait, et donc avec les autorités jordaniennes, c'est qu'ils ont promu un premier programme d'écotourisme, l'un des programmes d'écotourisme les plus pionniers dans la région. Et donc en fait, l'écotourisme, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire en sorte d'avoir un tourisme qui est responsable, respectueux de l'environnement et en vue bien sûr de promouvoir la biodiversité, mais en même temps en vue de promouvoir le développement économique local. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? À Dana, par exemple, en fait, vous avez ce qu'on appelle des éco-hébergements. Donc c'est des hébergements qui sont construits avec des matériaux locaux, donc pas besoin d'acheminer des matériaux qui viennent de loin avec beaucoup d'impact carbone. Et l'énergie qui est utilisée à Dana, en fait, c'est de l'énergie renouvelable qui provient du solaire. Et en même temps, perspective de développement économique local, c'est-à-dire que les gens qui sont employés dans ces réserves naturelles, c'est des gens qui viennent des villages alentours. On l'a vu, le chômage, surtout le chômage des jeunes, est un problème en Jordanie. Donc ça permet quand même de revivifier cette économie. Donc voilà, beaucoup de femmes et de jeunes sont employés dans ces réserves. Et enfin, il y a aussi des programmes de reforestation, de replantation d'arbres. Donc ça, c'est beaucoup du fait des acteurs internationaux de développement. Par exemple, il y a un programme de replantation d'arbres fruitiers dans la vallée du Jourdain. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens qui replantent, c'est des Jordaniens, mais aussi des réfugiés. Donc ça permet aussi d'accroître un peu la cohésion entre ces deux groupes. Et de même, il y a aussi des programmes de réintroduction d'espèces animales qui avaient disparu ou qui sont vraiment en danger. Donc l'exemple par exemple de l'oryx d'Arabie, qui est une sorte d'antilope assez emblématique de la région, qui avait disparu. Ils l'ont réintroduit dans la réserve de Chomari. Bon, vous n'allez pas la visiter, c'est très beau. Mais ils réintroduisent aussi des oiseaux migrateurs, comme je vous le disais. Ce pays est très connu pour les oiseaux migrateurs. Donc en conclusion, en effet, la Jordanie, ça fait face à énormément de problèmes environnementaux. Et en fait, le point d'orgue, c'est vraiment la pénurie d'eau. Mais on voit qu'il y a vraiment de vrais efforts pour faire face à cette situation de manière assez innovante, avec vraiment une vraie capacité d'adaptation. Et ce qui est bien, c'est que ça prend en charge plusieurs problématiques en même temps, pas que la problématique environnementale, mais aussi les problématiques sociales et économiques. Merci beaucoup. Alors maintenant, je propose de laisser la parole au public pour un échange de questions et de réponses. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurai plein de questions, mais je vais faire plutôt un focus un peu géopolitique peut-être. Vous avez parlé des liens avec le Golfe et l'Arabie Saoudite. Comment vous voyez, avec cette montée golfique, notamment sur la question palestinienne, sur la question de Gaza, sur la question de la reconstruction, le réinvestissement saoudo-émirien, la médiation qatarienne, comment vous voyez la voie de la Jordanie par rapport à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, vis-à-vis de la gestion des lieux saints, notamment de Jérusalem ? J'imagine que la question s'adresse à moi. Alors, effectivement, la Jordanie, elle est déjà investie auprès de différents pays du Golfe, notamment on en a discuté tout à l'heure, notamment pour acheminer de l'aide à Gaza. Elle s'est beaucoup investie dans des largages d'aide humanitaire au-dessus de la bande et notamment aussi en essayant de faire arriver de l'aide par camion. Donc en passant par la Cisjordanie, Israël, puis en arrivant à Gaza. Et donc la question, c'était de savoir comment est-ce que la Jordanie va pouvoir peut-être réussir à s'affirmer face à ces... Je vais peut-être la préciser un peu. Va-t-elle réussir à résister à une pression potentiellement saoudienne ? Pour gérer on le voit les avec lieux saints. l'initiative franco-saoudienne, etc. Est-ce que MBS, avec ses ambitions démesurées, ne va pas essayer d'avoir une triple tutelle finalement et d'avoir également Jérusalem ? Alors... Il est possible qu'on arrive à cette situation. Le fait est que quand même la Jordanie est parvenue quand même à maintenir sa gestion des lieux saints depuis. Du coup, ça fait, je crois que c'est depuis le Xe siècle. Et donc effectivement, elle a perdu celle de la Mecque à la suite de la chute de l'Empire ottoman. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais en gros, c'est l'idée. Et ensuite, pour la question de Jérusalem, effectivement, la Jordanie, elle peut quand même s'appuyer sur un partenaire américain qui reste quand même une voix forte face à l'Arabie Saoudite, pardon. Et donc, il me semble tout de même que, l'Arabie Saoudite n'a pas, à ce jour, elle n'a pas des ambitions démesurées sur la question de la gestion des lieux saints à Jérusalem, d'autant plus que la Jordanie, dans les faits, n'est pas
s'y investit autrement que par le Waqf islamique. Voilà. Donc c'est plutôt quelque chose qui finalement est géré par notamment l'État d'Israël, mais que donc du coup la Jordanie reste déjà en ce moment même dépendante de ce que lui permet de faire l'État israélien. Donc à mon avis, la Jordanie saura et pourra s'appuyer sur son allié américain pour faire face aux Saoudiens qui pour l'instant n'investissent pas tant que ça Jérusalem. Voilà. Je pense que ça les mettrait plutôt dans une situation... Enfin, il y aurait trop de choses à gérer pour eux. Voilà. Merci. On a une question de Yassa. Est-ce que le manque d'eau, il se ressent, genre au niveau de la population, etc. Ça peut se ressentir, enfin en tout cas quand tu es dans les espaces urbains, ça se ressent pas forcément au quotidien. Mais bien sûr, ça se ressent au niveau de l'agriculture où en fait, tu peux pas utiliser énormément d'eau. Donc, par exemple, bon, ça je l'ai déjà donné, c'est une petite partie de la population, mais très régulièrement, on peut plus remplir les piscines, c'est très grave. Mais en fait, ils ont plus le droit de remplir leurs piscines. Après, t'as pas d'eau potable, donc tu dois acheter de l'eau en bouteille. Ça coûte pas très cher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut fonctionner en remplissant des citernes qui sont situées sur les toits et qu'en fait, toutes les semaines, il faut appuyer sur son interrupteur pour pomper l'eau de la citerne. Donc en fait, en réalité, dans la vie quotidienne, il n'y a pas d'eau potable, donc on s'appuie uniquement sur des bonbonnes d'eau. Et ensuite, il faut toujours faire attention à la quantité d'eau qui nous reste dans la citerne pour ne pas se retrouver sans eau. Voilà. Mais c'est un problème qui est quand même moindre que ce qu'on peut retrouver par exemple au Liban. C'est pas comparable. De rien. En parlant d'éducation, vous avez dit qu'ils s'organisaient de manière à ce que les Jordaniens ils font cours le matin et les Syriens ils font l'après-midi. Ouais. Mais dans tout ça, après, ils font quoi le reste de leur journée? Ça se passe comment? Il y a des activités qui sont prévues ou ils sont laissés à l'abandon ou ça se passe comment pour les jeunes? Le matin ou l'après-midi quand ils n'ont pas cours, c'est ça la question? En fait, y compris avant l'arrivée des Syriens, l'école, elle s'organisait déjà de cette manière-là, à savoir que du coup, les enfants jordaniens, ils avaient cours uniquement le matin, et l'après-midi, ils se débrouillent. Non, je rigole. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, il y a aussi une question qui est assez importante en Jordanie en termes de marché du travail, c'est-à-dire que la participation des femmes à la force de travail est assez faible, située autour de 18%. Donc en fait, les femmes, de manière générale, à partir du moment où elles ont leurs premiers enfants, elles arrêtent de travailler. Par contre, c'est aussi une des populations les plus éduquées de tout le monde arabe. Donc en fait, c'est pas par manque d'éducation. Au contraire, les universités sont pleines. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'universités privées, mais il y a aussi des universités publiques. Donc l'université reste tout de même accessible, mais en fait c'est aussi là-dessus que repose en fait la gestion des enfants quand ils ne sont pas à l'école. C'est qu'il y a une partie des femmes qui ne travaillent pas et l'autre partie des femmes qui travaillent. Très souvent elles peuvent s'appuyer notamment sur donc on a parlé des personnes étrangères qui habitent dans le pays, notamment des personnes issues de l'Asie du Sud-Est, pardon. Et il y a beaucoup de maids, de personnes qui travaillent dans les maisons en fait 24 heures sur 24 avec les familles et qui servent aussi de nourrice pour les enfants. Donc c'est aussi comme ça que ça peut fonctionner. Voilà. Et après, concrètement, comment ça se fait, c'est qu'il y a des bus scolaires par école qui viennent chercher les enfants chez eux et qui font le tour de Amman. Vous verrez les bus, de toute façon. Ils sont jaunes, original. Oui, moi j'ai une question plutôt sur l'histoire de la création de la Jordanie. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que pour créer l'État, il avait fallu... donc s'accorder avec les tribus qui existaient depuis des siècles. Et je voudrais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Comment ça s'est passé concrètement? Oui, tout à fait. Donc je l'ai mentionné en fait quand le roi Abdallah arrive en Jordanie. Je l'ai mentionné, le territoire il n'est pas du tout vide. Il y a déjà des gens qui habitent là depuis plusieurs centaines d'années. Et donc enfin, comment est-ce que ça s'est fait concrètement? C'est surtout une politique qui est menée sur le roi Hussein, donc le petit-fils du roi Abdallah. Ce qui s'est passé concrètement... Comment le dire de manière simple et accessible. Mais en fait, la notion d'hospitalité en Jordanie, c'est une notion qui est ancrée très profondément dans les structures sociales. Et donc, comment est-ce que ça a fonctionné? C'est qu'en fait, petit à petit, il y a eu plusieurs politiques qui ont fonctionné en parallèle. Déjà, en fait, petit à petit, le roi Hussein s'est vraiment instauré comme étant l'hôte des tribus.
alors que son grand-père, le roi Abdallah Ier, était plutôt l'hôte, lui-même était l'hôte des tribus. C'est-à-dire que quand il faisait le tour des tribus du royaume, il était l'invité. Et en fait, ce qui s'est passé, notamment et beaucoup sur le règne du roi Hussein, c'est que petit à petit, en fait, les tribus sont venues au roi Hussein. C'est lui qui organisait les grands banquets. C'était lui qui invitait les gens. Et donc, les tribus, les chefs de tribus, les cheikhs, étaient les invités. Et donc, c'est passé notamment par cette question cette notion vraiment cruciale de l'hospitalité. C'est quelque chose qui reste encore très prégnant dans les discours des Jordaniens, notamment quand ils parlent aux touristes, voilà, qui sont très amicaux, l'hospitalité, on peut venir, on est invité à boire le thé tout le temps, enfin bref. Je caricature à peine, mais franchement, à destination des touristes et notamment des personnes blanches comme moi, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et ensuite, la deuxième manière dont ça a fonctionné, c'est qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, le roi, il est en charge de nommer les personnes qui font partie du Sénat. Et donc ça a aussi fonctionné en nommant finalement les grands cheikhs des différentes tribus. Et donc notamment, je pense à la tribu des Majali, qui est une tribu qui est... on n'a plus de cartes, mais qui est une tribu qui est implantée historiquement autour de la ville de Karak, qui est, vous direz pas, mais c'est un château fortifié dans le centre de la Jordanie. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les Majali, par exemple, ont vraiment fourni historiquement grand nombre de sénateurs, grand nombre d'hommes politiques, premiers ministres, etc. Et que donc finalement, cette question de la loyauté des tribus au pouvoir monarchique, il s'est aussi construit sur la nomination très régulière de personnes issues des grandes tribus. Voilà, donc ça a été un équilibre à trouver. Je ne vais pas rentrer dans ce qui m'occupe pour ma thèse actuellement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui tend quand même aujourd'hui à s'affaiblir, entre guillemets, le poids des tribus dans la vie politique jordanienne, notamment du fait du poids progressivement de plus en plus important de profils qui sont issus, par exemple, de grandes écoles américaines, qui ont vraiment voyagé et qui ont travaillé dans des grandes banques, etc. Donc on a vraiment une place de plus en plus importante d'élites libérales internationales qui ont voyagé partout au détriment du coup des cheikhs ou des tribus de manière plus générale. Vous avez dit que la population jordanienne et les réfugiés, ils vivaient un peu quand même ensemble, mais du coup pourquoi ils vont pas à l'école ensemble? Vous voulez dire dans la question des doubles vacations? Alors c'est une question qui s'est posée beaucoup au début. Alors il y a plusieurs raisons. Au début, dans les premières années de l'arrivée des Syriens en Jordanie, en fait, tout simplement, le cursus syrien n'est pas le même que le cursus jordanien. Donc, il s'est agi tout simplement dans les premières années de faire en sorte que les élèves syriens ne soient pas perdus dans le cursus jordanien. Aujourd'hui, et en fait, ça s'est maintenu, y compris quand il y a eu des enfants, beaucoup d'enfants syriens qui sont nés en Jordanie. Cette différence, elle s'est maintenue toujours en gardant à l'esprit que les Syriens rentreraient dans leur pays un jour et que donc il fallait continuer à avoir un cursus qui soit adapté à la façon dont les écoles fonctionnent en Syrie. Donc cette différence, elle continue d'exister de cette manière-là. Voilà. Et après, il y a également aussi les écoles de l'UNRWA, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est les services qui sont proposés par l'UNRWA uniquement aux réfugiés palestiniens, du fait de leur statut de réfugié. Voilà. Bonsoir. Oula. Ok, du coup, j'ai une question. Pourquoi l'Organisation de libération de la Palestine a été virée de la Jordanie jusqu'au Liban? Enfin, j'ai lu quelque part qu'il y a eu une tentative d'assassinat du roi, mais j'ai pas plus de détails que ça. Et quelle est le positionnement ou l'opinion publique aujourd'hui des Jordaniens face à une présence de réfugiés aussi nombreux dans leur pays? Parce que vous avez dit que ça peut être un poids. Alors politiquement, comment ça se passe? Comment les Jordaniens s'expriment face à ça? Comment ils se positionnent? Merci. Bon, j'imagine que la question est pour moi aussi. Alors d'abord, ce qui est très important de mentionner, c'est peut-être que moi, de mon point de vue, je ne pourrais pas parler au nom de tous les Jordaniens. Mais en tout cas, donc sur la question du potentiel d'assassinat, etc., en fait, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire de la monarchie hachémite. On n'a pas toujours toutes les informations de manière très claire. Donc en fait, tous les livres d'histoire ne raconteront pas la même chose. Il faudra souvent croiser les sources. Donc en fait, je ne peux pas vous dire, vous avez tout à fait raison, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, donc je ne vais rien dire. Voilà. Alors, sur la question de la présence des réfugiés, c'est effectivement un sujet politique
Bon, au sein des discussions des parlements, c'est une chose, mais il me semble que c'est surtout un sujet politique dans la relation qu'entretient la Jordanie avec ses partenaires internationaux dans le cadre de l'aide internationale. En fait, il y a vraiment quand même l'idée qui subsiste que l'Union européenne et de manière plus générale les États occidentaux ont financé la Jordanie en échange du fait qu'ils gardaient tous les réfugiés syriens sur leur sol. Donc ça reste quand même une question très sensible, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, par exemple, quand une agence de développement veut mettre en place un projet d'aide à destination des réfugiés syriens, par exemple, les agences entrent forcément en négociation très serrée avec les différents ministères qui seront impliqués au final sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, se négocie le nombre de Jordaniens qui vont pouvoir être inclus dans les projets qui sont à destination des réfugiés syriens. Systématiquement. Il y a forcément un pourcentage minimum dans l'ensemble des projets d'aide qui sont à destination des réfugiés syriens, il y a forcément un pourcentage minimum de bénéficiaires qui seront jordaniens. C'est un pourcentage qui varie entre 30% de Jordaniens jusqu'à 70% de Jordaniens et 30% de Syriens. Donc en fait, à chaque fois, cette tension, en fait, elle est évacuée par le fait que l'aide internationale, déjà, elle vient soutenir la question de la présence des réfugiés syriens, mais en plus, elle va aussi soutenir de manière beaucoup plus générale le tissu économique et social jordanien en tant que tel. C'est comme ça, en fait, que la tension peut être évacuée. Après, à l'échelle de la population, c'est c'est difficile. En fait, il n'est pas rare d'entendre quand même des discours de dire « bon, c'est bon, maintenant, ça fait 10 ans qu'ils sont là, il faut qu'ils rentrent chez eux ». C'est vraiment pas rare d'entendre ce genre de discours, mais ça ne débouche jamais non plus sur des protestations comme il peut y avoir au Liban de manière assez régulière, sur des protestations qui vont complètement à l'encontre de la présence des réfugiés syriens. Aussi, bien évidemment, parce que la Jordanie et la Syrie n'ont pas la même histoire que le Liban et la Syrie. Mais ça, c'est une autre question. Je me permets juste de dire un petit mot sur la conflictualité entre le régime jordanien et l'OLP. Il y a une ligne de fracture en fait, entre ces deux entités qui est marquante pour l'histoire du monde arabe. C'est que d'un côté, il y a un mouvement qui se veut plutôt progressiste, plutôt de gauche, proche du nationalisme arabe et des États qui sont socialisants. Et de l'autre, on a une monarchie qui va se rapprocher des États-Unis avec le temps. Et ça, c'est une ligne de fracture qui est importante dans la région et qui a été marquée par ces affrontements-là à ce moment-là. C'est pas la seule cause, mais dans le fond, il y a ça aussi qui est important. Peut-être je voulais juste compléter, parce que moi j'étais en Jordanie il y a 10 ans maintenant, ça fait longtemps. Et en fait, du coup, les Syriens étaient arrivés il n'y a pas très longtemps et il n'y avait pas du tout cette conflictualité. Enfin, j'entendais pas du tout ça, alors que quand j'allais au Liban ou en Turquie, c'est très conflictuel, ils étaient très mal accueillis. Donc bien sûr, il y avait le fait qu'ils étaient arrivés depuis pas très longtemps, mais il y a aussi le fait, bien sûr, que c'est des pays frères et l'hospitalité. Mais il y avait aussi une vraie volonté du gouvernement jordanien de faire en sorte que ce soit pas conflictuel. Donc ce qui veut dire que malheureusement pour les Syriens, ils étaient exclus de beaucoup de familles de métiers pour en fait préserver l'emploi des Jordaniens. Maintenant, ça a un peu changé, mais en effet, maintenant les acteurs internationaux ont pris le relais où en fait les programmes vont aux Jordaniens comme aux Syriens. C'est une question sur l'eau. Il y avait un projet de remplir la mer Morte. Où est-ce que ça en est, ce projet ? Ça n'a pas abouti, ça fait très longtemps en effet qu'on en parle. Je pense qu'ils se sont vraiment focalisés sur le projet de dessalement qui va avoir un vrai impact, parce que la mer Morte, malheureusement, elle décroît d'1 mètre tous les ans, donc elle a vocation à disparaître à la fin du siècle. Donc je pense qu'en fait, ils se sont résolus à ça. Et c'est des projets qui sont très coûteux. Donc si on prend l'usine de dessalement, c'est quand même 4 milliards d'euros qui sont investis. La Jordanie n'a pas les moyens en fait, de multiplier les projets. Il y a peut-être aussi des problèmes géopolitiques. Ça concerne Israël, ça concerne la Jordanie, les Palestiniens. Sûrement. Oui. Merci. Je voulais juste savoir pourquoi remplir la mer Morte, en fait. Pour qu'elle ne meure pas. Enfin, comme son nom. Non, mais... Oui, enfin, c'est une vraie question, mais en fait, maintenant, la mer Morte, comme son nom l'indique, elle est en train de mourir. En fait, c'est plus un lac. Et en fait, elle est très salée, donc elle s'évapore très rapidement. Donc vous allez y aller, vous allez voir en fait les panneaux qui indiquent « Ok, en 1990, elle était à ce niveau. » Et en fait, maintenant, on est en 2025 et elle a énormément décru. À nouveau, ça décroît d'1 mètre par an. Donc en fait, si on voulait la préserver, il faudrait la remplir. Le monsieur a raison. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait transvaser de l'eau de la mer Rouge à la mer Morte. Pour l'instant... ça n'est pas fait, je ne pense pas que ça se fera. Et en fait, on a des exemples dans le monde de mers qui se sont asséchées. Je pense à l'Ouzbékistan, la mer d'Aral, qui maintenant est un désert. Donc ça a vocation
malheureusement à finir comme ça. C'est un sujet très pertinent et c'est une des questions qu'on posera quand on rencontrera les gens de l'AFD sur place, puisque c'est une des priorités de l'agence dans le pays. Voilà. Vous avez dit que la Jordanie a pour objectif de renvoyer les réfugiés syriens en Syrie lorsqu'il le sera possible. Mettons le cas où d'ici peu les tensions géopolitiques s'apaisent. Est-ce que la Jordanie laissera-t-il le choix aux réfugiés syriens de retourner en Syrie ou bien les obligera-t-il d'une certaine manière à le faire? Alors c'est une question qui reste qui est aujourd'hui très politique. En fait, pour être tout à fait honnête, moi j'étais en Jordanie en février 2025, donc ça faisait 2 mois que Bachar el-Assad était tombé, et c'était vraiment des discussions qui étaient en cours. Donc en fait, se poser la question de savoir comment et quand les réfugiés syriens allaient rentrer. À ce moment-là, pendant le temps où j'y étais, il y a eu déjà donc les massacres des Alaouites sur la côte, qui ne concernaient pas directement la Jordanie parce que c'était loin et que ça ne concernait pas les personnes qui étaient directement présentes en Jordanie. Mais depuis, comme je le mentionnais, il y a eu ce qui s'est passé, les affrontements à Souaïda, donc qui est une province du sud de la Jordanie, qui est une province du sud de la Syrie qui est donc très proche de la Jordanie. Et donc en fait, je me souviens que quand moi j'y étais, les discussions s'organisaient autour de savoir si à la fin de l'année scolaire, les gens n'allaient pas rentrer en Jordanie, ils allaient juste attendre que les enfants finissent l'année, aller en Syrie et commencer une nouvelle année scolaire en Syrie. Aujourd'hui, de savoir si ou non ils les forceront à rentrer chez eux, en fait, effectivement, au début, il y avait vraiment une volonté des responsables jordaniens pas d'accélérer le processus, mais en tout cas de l'accompagner assez rapidement pour renvoyer les Syriens en Syrie. Le fait est en fait que les autorités jordaniennes sont aujourd'hui plus préoccupées par le fait de maintenir la stabilité à la frontière syrienne pour garantir leur propre stabilité sur leur propre sol. Donc en fait l'idée c'est de ne pas renvoyer des gens dans un endroit où ce serait trop instable, parce que cette instabilité pourrait avoir un effet direct sur la Jordanie dans les mois, les années à venir. Donc en fait l'idée c'est de, en tout cas, parvenir à une forme de stabilité en Syrie, et ensuite, pourquoi pas, accompagner les Syriens du coup à rentrer chez eux. Il faut savoir d'ailleurs que les 150 000 personnes qui sont rentrées, pour la plupart d'entre elles, c'est des personnes qui sont dans les camps de réfugiés. Donc je vous ai parlé du camp jordano-émirati. En fait, il a fermé pendant que moi j'y étais la dernière fois, donc au printemps 2025, faute en fait de personnes. Il n'y a plus assez de gens dans le camp, donc ils ont décidé de le fermer, de transférer les personnes qui étaient dans ce camp-là, dans le camp de Azraq. Mais donc du coup, les personnes pour l'instant qui partent, de toute façon, c'est des personnes qui sont dans les camps. Et souvent, les personnes qui sont dans les camps, c'est aussi les personnes qui ont le moins de moyens pour vivre hors des camps. Donc voilà. Et sachant aussi que les enjeux pour les Syriens qui rentrent sont aussi immenses, parce que s'ils n'ont pas la nationalité jordanienne, une fois qu'ils rentrent en Syrie aussi, c'est un billet d'aller sans retour en Jordanie. Donc c'est énorme comme enjeu. Oui, moi j'ai une question. J'ai une question sur l'eau. Du coup, j'ai compris qu'il y avait des infrastructures plutôt gouvernementales, enfin des grosses infrastructures. Est-ce qu'il y a aussi des mouvements, par exemple comme on peut avoir en France, qui sont pour une décroissance et du coup un usage différent de l'eau? Alors ça, c'est une bonne question. Malheureusement, l'écologie n'est pas hyper bien intégrée dans le tissu social. C'est quelque chose qui vient beaucoup plus d'en haut. C'est assez descendant. Peut-être, comme on l'a dit, en fait, il y a certains, bien sûr, il y a des jeunes qui sont un peu plus à gauche, donc je pense que c'est plus dans ce genre de cercle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas entendu parler. Mais de toute façon, par la force des choses, ils sont obligés de faire une bonne utilisation de l'eau. Mais oui, quelque chose à creuser. Et puis au niveau de l'écologie, le fait que ce soit pas très bien intégré dans le tissu social, malheureusement, c'est très évident. Donc quand on va en Jordanie, par exemple, on voit par exemple, les forêts ou les espaces verts, on n'en prend pas soin. Il y a énormément de déchets plastiques partout. Donc il y a aussi une conscience plus écologique à développer dans ce pays. Oui, absolument. Et puis, par contre, ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de travail qui se fait, notamment entre des agences des Nations Unies et aussi des jeunesses, de sensibilisation à ces questions-là. Par exemple, j'avais remarqué que dans certains quartiers de Amman, donc au centre, il y a de plus en plus de tags, de graffitis qui se font et qui appellent à une plus grande sensibilisation autour de l'eau, donc une consommation modérée de l'eau. Donc ça reste évidemment anecdotique, mais peut-être que l'anecdote pourra déboucher sur des comportements différents. Et je me permets juste de préciser que je pense que je sais des tags, c'est des tags qui sont financés par l'UNICEF. En fait, à chaque fois, ça vient de l'extérieur ou bien d'en haut.
il y a très peu de mouvements vraiment grassroots, enfin, je veux dire, qui vont à la racine du problème. Voilà. Bonsoir. On sait qu'au début du génocide, il y a eu des manifestations des Palestiniens de Jordanie, en Jordanie qui ont été réprimées. Est-ce qu'aujourd'hui, en Jordanie, il peut y avoir une expression anti-israélienne? Alors aujourd'hui, il continue d'exister des manifestations pour la Palestine tous les vendredis. Ce sont des manifestations qui sont encadrées par le régime. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour des raisons plus ou moins évidentes, mais en tout cas, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il existe quand même une expression anti-israélienne, et je dirais même que c'est l'expression qui est autorisée, à condition toutefois de ne pas être une opposition armée. Voilà, c'est la limite qui est posée. Voilà. Non, donc je disais qu'il y avait des manifestations pro-palestiniennes qui sont aussi organisées par des groupes politiques qui ont des affiliations religieuses et historiques qui sont remises en cause par le régime jordanien. Et donc l'interdiction notamment de ces groupes-là a entraîné une baisse aussi dans les manifestations pro-palestiniennes qu'il peut y avoir en Jordanie. Encadré par le régime, oui, mais le roi a quand même eu des mots très très durs sur ce qui se passe dans Gaza, critiquant évidemment l'action militaire israélienne. Il n'a pas été... il était très très ferme là-dessus. Et justement, la question, l'idée d'avoir un roi qui va être très ferme sur la question de ce qui se passe, enfin du génocide qui se passe à Gaza, et de l'autre côté cette volonté un petit peu d'encadrer les manifestations, ça va être justement à nouveau cette tension qui existe entre une opposition qui va être pacifique, je dirais, qui va quand même témoigner de son opposition à ce qui se passe en Palestine et à Gaza plus précisément, et une opposition armée qui pourrait venir potentiellement mettre en danger justement cette stabilité dont on parle depuis tout à l'heure. Pour conclure, quelques informations pour la suite. Nadia va publier un article bientôt sur la jordanisation de l'identité palestinienne sur le site de l'IREMO, que je vous invite à aller consulter bientôt. Dans les prochains jours, en mi-novembre, normalement le 21 novembre, à Montreuil, dans le cadre de ce projet, le département du 93 va recevoir le maire de Jenin. Donc il y aura une conférence publique sur le sujet, donc juste à côté à Montreuil. Nous avons une conférence en début décembre qui aura peut-être lieu à Saint-Denis, ça a confirmé encore dans le cadre du projet Mouftar, sur les questions relatives au genre au Maroc. Et il y aura évidemment la question de la jeunesse au Maroc, puisqu'il y a des soulèvements importants de la part de la jeunesse marocaine. Il y a le festival Adab aussi, qui a lieu vers mi-décembre, je crois que ce sera le 12-13 décembre, que Nadia a organisé l'année dernière et cette année. Donc c'est une nouvelle édition. Une des activités du festival aura lieu à la librairie des Beaux Lendemains à Bagnolet. On n'a pas encore la date précise. Normalement, ce sera Nassir El-Moadem qui viendra présenter son ouvrage. C'est à confirmer encore. Et dernière chose, la plus importante, c'est que le 22 janvier, je vous le rappelle, au Cinoche, à 18h, on présentera le documentaire réalisé par les jeunes lors de notre voyage en Jordanie. Voilà. Donc je tiens à remercier les intervenantes pour ce que vous avez présenté, ce travail de qualité. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les jeunes du projet Mouftar pour tout ce qu'ils ont fait ce soir dans les interviews, les présentations et les questions que vous avez posées. Et évidemment, je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup et bonne soirée.